Souleymane Niang. On en sait plus sur les circonstances de la collision entre une pirogue de candidats à l'émigration clandestine et une vedette de la Marine nationale, un patrouilleur pour être plus précis, ainsi qu'une vedette de la Marine espagnole. La pirogue a été percutée après avoir refusé de s'arrêter. Les deux présumés cerveaux de cette affaire feraient partie des portés disparus. Les 39 rescapés sont toujours retenus par la police pour les besoins de l'enquête. El Hadj Ndiogou Diène. C'est après plusieurs tentatives infructueuses d'arrêter la pirogue transportant des candidats à l'immigration clandestine que la vedette de la Marine nationale a été obligée de la percuter à l'éperon, ce qui a renversé la pirogue qui avait à son bord entre 60 et 70 personnes selon les déclarations des rescapés aux enquêteurs de la division nationale de lutte contre le trafic de migrants de la police. D'après nos informations, le patrouilleur Sangomar a d'abord sommé le capitaine de la pirogue de s'arrêter, mais il a catégoriquement refusé d'obtempérer. Puis, il y a eu abordage à 3 reprises sans succès également. Alors, la seule possibilité, selon notre source, c'était de heurter la pirogue. Sur les 60 à 70 candidats au voyage irrégulier, 39 ont pu être secourus. D'autres ont pris la fuite mais sont activement recherchés. Les deux membres de l'équipage, considérés comme les cerveaux de l'affaire, seraient portés disparus d'après nos informations. Les rescapés, conduits dans un premier temps à la base navale Amiral Faye Gassama, ont été par la suite remis à la police qui poursuit l'enquête pour déterminer la responsabilité des uns et des autres. Et c'est en fonction des éléments recueillis qu'ils vont décider de leur sort, à savoir libérer ou déférer ces candidats à l'immigration clandestine. El Hadj Ndiogou Diène, après cet incident en pleine mer, le communiqué publié par l'armée hier apporte certaines réponses, certes, mais il pose beaucoup d'autres questions, sans réponse pour l'instant. Babacar Fall. Cette bavure est un scandale. Y avait-il volonté de tuer des candidats à l'immigration clandestine? Les forces maritimes sénégalaises et espagnoles qui sont intervenues dans cette opération sont a priori assez outillées pour arraisonner une pirogue. Pourquoi tant de dynamique exagérée pour aborder cette embarcation qui n'était qu'à 5 petits kilomètres des côtes dakaroises? Pourquoi une aussi énorme violence contre une pirogue remplie de vies humaines qu'on pouvait techniquement maîtriser sans la percuter mortellement? L'État sénégalais et la République d'Espagne ne sont-ils pas responsables de la mort probable de la vingtaine ou trentaine de Sénégalais qui, selon toute vraisemblance, ont péri dans cette bavure? Analysez bien ce qui s'est passé. Lutter contre l'immigration irrégulière ne veut pas dire tuer des candidats au voyage clandestin. Ce manque d'humanisme est inacceptable. Regardez ces rescapés qu'on a emmenés directement en garde à vue au lieu d'une prise en charge psychologique. Ces garçons viennent pourtant de frôler la mort et on n'a pas trouvé mieux que de les envoyer au violon. Avec un traitement aussi violent et inhumain, n'ont-ils pas finalement raison ces jeunes Sénégalais désespérés des autorités de ce pays? Avec un traitement aussi violent et inhumain, n'ont-ils pas finalement raison ces jeunes Sénégalais déjà désespérés des autorités de ce pays? La dernière question qui mérite d'être posée, c'est la présence des navires espagnols dans les eaux sénégalaises. Oui, ils sont là dans le cadre du Frontex, l'agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes qui échappe désormais au contrôle du Parlement européen pour signer directement des conventions avec des pays africains. Et donc, des garde-côtes européens peuvent venir commettre des bavures et crimes sur des clandestins africains sans y être inquiétés. La nouvelle colonisation. Mais que voulez-vous quand déjà un président africain est Charlie et ne veut pas être Mohamed, pourtant injurieusement caricaturé, et qu'on se terre dans son palais sans oser lever le plus petit doigt? Commentaire signé Babacar Fall. S'agissant maintenant des réponses à apporter à la nouvelle vague de départ, l'ancienne ministre Ngoné Ndoye demande le retour du ministère des Sénégalais de l'extérieur pour mieux prendre en charge la question des migrations. Elle invite aussi le président de la République à faire un discours à la nation suite au drame de l'immigration clandestine noté ces derniers jours. La présidente du réseau Femmes, Enfants, Migration et Développement Communautaire était l'invitée d'RFM Matin. J'exhorte Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président Macky Sall, de s'adresser à ses mandants, de s'adresser à sa population, de s'adresser à son peuple. L'heure est grave. Il faut qu'il puisse présenter ses condoléances, mais qu'il prenne son stylo pour prendre des décrets. Tel qu'il a fait pour la Covid, il faut qu'il mobilise des ressources, qu'il mette autour de lui un cadre avec les partenaires au développement, les partenaires techniques et financiers, les acteurs, et les familles de migrants et aussi les associations qui gravitent autour, bien sûr avec l'État du Sénégal. Il faut qu'il puisse remettre correctement
complètement et avec des missions le ministère du Sénégal de l'extérieur. C'est extrêmement important. Les Sénégalais ont besoin d'être accompagnés depuis les BAOS, les bureaux d'appui et d'organisation du Sénégal de l'extérieur, jusqu'à leur séjour à l'extérieur. Il faut que le président puisse appeler ses pairs africains à une harmonisation des politiques publiques en matière de migration pour être un interlocuteur valable en face de l'Union européenne et de son ONG, l'OIM. Le retour du ministère du Sénégal de l'extérieur que vous préconisez, est-ce vraiment la solution? Qu'est-ce que ça peut changer réellement par rapport au phénomène de l'immigration irrégulière? Ne serait-ce que sur la forme. Ne serait-ce que sur la forme, sur ces questions de limites territoriales. Vous pensez que le ministre de l'Intérieur ou les ministères de l'Intérieur du monde vont parler à un secrétaire d'État ou à un directeur? Il faut qu'ils parlent à quelqu'un de leur rang. Sur les 1000 et quelques milliards que les Sénégalais apportent tous les ans, vous pensez qu'un ministère du Sénégal de l'extérieur ne devrait pas être l'interlocuteur direct du ministère des Finances et de l'Économie? Surtout ces jeunes qui prennent les pirogues pour partir et qui n'ont pas d'emploi. Vous ne pensez pas qu'il fallait un ministère de plein exercice qui puisse parler au ministère et de la jeunesse et de l'emploi, plus la formation professionnelle? Quant à la réponse judiciaire, certains ont proposé la criminalisation de certains délits liés au trafic de personnes et au trafic de migrants. Nous avons enquêté pour savoir quel était l'état des textes à l'heure où nous parlons s'agissant de la répression de ces actes donc de trafic de personnes et autres actes assimilés. Un juriste que nous avons contacté préconise la peine de prison à perpétuité pour sanctionner ces délits. En l'état actuel des textes, donc ces délits sont condamnés entre 5 et 10 ans de prison. Plus d'explications avec Mohamed Ali Mouba. Criminaliser le trafic d'êtres humains, rien que cela. Jusque-là, la peine prévue est délictuelle. Une loi votée en 2005 punit le phénomène. C'est la loi 2005-06 du 10 mai 2005 relative à la traite des personnes et autres pratiques assimilées et à la protection des victimes. En son article 4, elle stipule qu'est puni d'une peine de 5 à 10 ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 million à 5 millions la migration organisée par terre, mer ou les airs. Cela que le territoire national serve de zone d'origine, de transit ou de destination. Elle a été votée, souvenez-vous, dans un contexte de recrudescence du phénomène, c'était il y a 15 ans. Mais apparemment, ça n'a pas arrêté les vagues. Les jeunes continuent de prendre les bateaux par milliers. C'est pourquoi des voix penchent pour la criminalisation systématique du phénomène d'immigration clandestine. Là, il faudra donc sanctionner durement tous les maillons de la chaîne. Passeurs, propriétaires de bateaux, rabatteurs, bref, tous les complices. Un juriste n'hésite pas à assimiler à des criminels. Ensuite, selon toujours ce juriste qui a requis l'anonymat, il faudra adopter une politique commune au niveau de la sous-région pour éviter de déplacer le problème. Pour moi, RFM, c'est la radio de la réactivité. RFM, partout, tout le temps. Dans l'actualité judiciaire, le verdict est tombé ce matin dans le procès qui oppose l'ancien directeur du COUD et actuel ministre Cheikh Omar Anne d'une part, Papa Lénian et Modignan d'autre part. Papa Lénian et Modignan ont été condamnés à 3 mois avec sursis et à 10 millions de francs CFA à titre d'amende. Cheikh Omar Anne avait assigné ces 2 personnes pour diffamation. Les 241 candidats recalés du concours d'entrée à l'école des sous-officiers de la gendarmerie ont vu leur marche vers Fatick stoppée par la gendarmerie à Diamniadio ce matin. Ils sont actuellement dans les locaux de la brigade de Diamniadio. Leurs camarades se disent déterminés à poursuivre le combat. Un des membres de leur collectif, Mamadou Diop, est au micro d'Abdou Diouf Diagne. Ce matin, nous nous sommes levés de très bonne heure et nous sommes en route pour Fatick. Mais après Bargny, nous sommes arrêtés par le commandant de la gendarmerie de Diamniadio qui a interpellé tous les candidats qui étaient en route vers Fatick. Et actuellement, ils sont dans la brigade de la gendarmerie de Diamniadio. Et tout simplement, ce que nous réclamons, c'est l'intégration. C'est l'intégration tout simplement. Jusqu'ici, nous réclamons l'intégration. Parce que nous sommes des jeunes Sénégalais qui avons fait le concours ici au Sénégal depuis 2019. Nous l'avons réussi brillamment avec les 140 qu'ils ont pris. Mais jusqu'à présent, nous ne pouvons pas comprendre
les raisons de notre élimination. Oui. Et jusqu'à présent, tout ce qu'on puisse dire, c'est l'intégration que nous voulons. Nous voulons l'intégration pour toujours. Parce que nous sommes des jeunes Sénégalais qui sont ici dans ce pays, qui en vont faire des études ici et qui en vont réussir le concours ici au Sénégal. Et d'après tout ça, comme on l'avait dit, nous avons abandonné d'énormes opportunités comme le concours de FASTEF, ENO, CREM, élève-maître. Et après tout ça, nous voulons l'intégration, comme on le dit toujours. 12h12, c'est à 13h que l'ONG Jamra et d'autres organisations islamiques vont déposer une lettre de protestation auprès de l'ambassade de France à Dakar. Mame Matar Gueye et ses camarades entendent dénoncer les propos jugés islamophobes du président français Emmanuel Macron. Mame Matar Gueye qui déplore la timidité de la réaction des musulmans sénégalais. Le voici au micro de Binta Diallo. Lorsque des icônes religieuses sénégalaises avaient été traînées dans la boue, la réaction était spontanée et massive pour dire non au blasphème, pour dire non au sacrilège de nos symbolismes religieux. Contrairement à ce que nous constatons aujourd'hui, et nous ne pouvons que le déplorer, c'est-à-dire la réaction timide, alors que celui qui est blasphémé est la référence de 1,8 milliard de musulmans à travers le monde. Nous voulons nommer Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En tout cas, Jamra, pour sa part, va déposer tout à l'heure à 13h à l'ambassade de France une lettre de protestation pour nous indigner et nous faire l'écho de l'extrême indignation de la Oumma islamique sénégalaise suite aux propos blasphématoires du chef de l'État français qui a carrément appelé au blasphème en théorisant la liberté de caricaturer, la liberté de blasphémer. Donc, c'est indigne d'un chef d'État qui aurait dû avoir une posture de rassembleur en tant que clé de voûte de l'institution d'un État qui est censé regrouper des confessions multiples, des juifs, des athées, des protestants, des catholiques et des musulmans. Mais le voilà qu'il théorise le séparatisme islamiste et le voilà qui lance un appel indirect à la provocation en disant aux Français, vous avez le droit de blasphémer. Alors c'est une posture très dangereuse que nous ne pouvons pas ne pas dénoncer. Justement, un mot sur le Maulid Nabi marquant l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et notamment le Gamou de Medina Baye. Le directeur général de la Sénélec, Pape Demba Bitèye, a donné toutes les assurances quant à la fourniture correcte en électricité durant cet événement. Des extensions seront faites dans les quartiers périphériques et des groupes électrogènes installés, selon lui, pour parer à toute éventualité. En tournée dans les foyers religieux, il a été reçu par le calife de Medina Baye. Pape Demba Bitèye au micro d'Ibrahima Diamé. Comme vous le savez, lors du CRD, le comité d'organisation avait exprimé un certain nombre de préoccupations, notamment l'extension du réseau dans les quartiers périphériques. Aujourd'hui, le délégué régional m'a rassuré que les travaux sont en cours et sont pratiquement terminés et le reste pourra être finalisé peut-être avant le Gamouat. Parce que comme vous le savez, ici à Medina Baye, on célèbre 2 fois. Et donc, nous n'avons pas de crainte aujourd'hui que ces extensions de réseau seront correctement faites. Maintenant, pour ce qui est de l'alimentation, comme vous le savez, Medina Baye, on a la centrale de Kahone qui est à côté, qui est une centrale qui fait 90 MW. Or, la consommation de Kaolack fait moins de 20 MW. Donc, vous comprenez aisément qu'il n'y a pas de problème de disponibilité de production. Néanmoins, le lieu qui va abriter l'événement, nous allons mettre en place des groupes de secours qui seront là pour que si éventuellement on a des aléas qui sont toujours avec notre métier, qu'on puisse prendre les dispositions très rapidement pour continuer l'alimentation électrique dans de meilleures conditions. Donc aujourd'hui, toutes les dispositions sont prises pour une bonne réussite du Gamou. C'est pourquoi nous avons sollicité les prières du Khalif pour nous épargner des aléas qui peuvent entacher tout le travail qui a été fait jusqu'à présent. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Les chiffres du jour de l'épidémie de Covid-19 au Sénégal, 453 tests effectués et seulement 6 cas positifs, 3 cas contacts, 1 cas importé et 2 cas communautaires enregistrés à Ouakam. Aucun décès n'a été relevé hier, mais 7 cas graves sont pris en charge en réanimation. La gestion de la crise sanitaire à Diourbel, la commune fait le bilan. Malgré les bonnes performances, le maire Malick Fall invite ses administrés au respect des mesures barrières. Le voici au micro de Babacar Diouf.
À cet effet, j'avais initié un large programme de sensibilisation par le canal d'une bonne communication, occasionnant pour moi de féliciter les médias, mais aussi une distribution à grande échelle de 25 000 masques, des gels hydrauliques, des kits de lavage et de divers formats. Dans presque tous les lieux de rassemblement, marchés, mosquées, gares routières, banques, daara et j'en passe. C'est dans cette même veine que je poursuis ce programme d'appui et de soutien des populations avec la distribution de 100 tonnes de riz, des savons aux couches nécessiteux aux impactés des inondations. Mesdames, Messieurs, pour ce programme de résilience, je compte le poursuivre jusqu'au dernier cas de Covid à travers de multiples actions au profit de nos populations. Au total, 60 millions ont été dépensés à ce jour dans la gestion du pandémie. Je ne peux terminer sans exhorter les populations à respecter les gestes barrières. Célébration ce mardi de la journée mondiale de l'audiovisuel, occasion pour nous de nous intéresser à la place que nos médias donnent à leur production audiovisuelle en termes d'archivage et de sauvegarde. Un spécialiste des archives et des responsables en charge de la question dans les groupes de presse se prononce dans ce dossier réalisé par Ndate Diop. L'archivage, la sauvegarde du patrimoine audiovisuel, un impératif dans le paysage médiatique. Nos médias ne doivent pas négliger cette donne. Conviction ferme d'Amath Ba, spécialiste des archives audiovisuelles, ancien responsable des archives à la radio-télévision sénégalaise. Parfaitement. Un fonds, disons, avec lequel on ne peut pas ne pas travailler parce que c'est la sève nourricière, même si on peut dire, de l'ensemble des productions, quelles qu'elles soient actuelles, qu'elles soient de divertissement ou tout ce que vous voulez, parce que on peut toujours recourir à des archives pour alimenter, pour illustrer. Donc c'est quelque chose qui est vraiment incontournable. Au groupe Futur Média, le service archivage occupe une place de choix. Namouri Bari est le responsable. D'abord, c'est un patrimoine, donc il faudrait qu'on sauvegarde notre propre patrimoine. La deuxième raison, c'est parce que simplement, ça participe à la mémoire collective. Donc, tout ce que GFM produit en termes d'audiovisuel nécessite quand même qu'on prenne des dispositions pour sa pérennisation. Donc, dans ce sens-là, GFM a bel et bien pris toutes les dispositions pour que ce patrimoine-là ne soit pas perdu. À des médias, l'exercice est aussi devenu une urgence, voire une nécessité. Soutien Modumba Ketcham, il s'occupe de l'intendance et de l'archivage. La place qu'occupe l'archivage, c'est une place primordiale. Comme toutes les télévisions, on a des disques ici. Et au niveau de la régie, on a un disque de sauvegarde qu'on utilise, n'est-ce pas, pour sauvegarder toutes ces productions-là qu'on fait. Ça nous permet non seulement de pouvoir réactualiser certaines émissions, ou bien même d'illustrer souvent aux besoins quand on a besoin de le faire. D'abord, c'est l'instant présent, c'est vraiment aussi anticiper sur le futur, mais c'est aussi faire revivre le passé aux nouvelles générations à venir. Seul hic renseigne l'ancien patron de l'archivage à la RTS, le déphasage entre les produits et les instruments de lecture, du fait de l'évolution du numérique. RFM. L'actualité internationale. À 12h, un peu moins de 20 minutes. Rebonjour, Georges Déthié Diop. Rebonjour, Souleymane. En Guinée, cette demande de la médiation internationale. La mission diplomatique internationale veut la levée du blocage du domicile de Cellou Dalein Diallo. Elle l'a fait savoir à travers un communiqué. Elle a rencontré hier le chef de file de l'opposition à son domicile. Cellou Dalein Diallo avait affirmé à l'issue de la rencontre qu'il n'attendait pas grand-chose de ses émissaires qui sont, dit-il, toujours rangés du côté de Alpha Condé. Et puis, notez que les deux vice-présidents de l'UFDG qui ont été arrêtés, ont été libérés dans la nuit. Ils ont été interpellés après la rencontre entre Cellou Dalein Diallo et les émissaires internationaux. Et pour terminer avec la Guinée, le décès d'Abdoul Gadiri Diallo, président de l'Organisation guinéenne des droits de l'homme. Il était attendu à Dakar dimanche pour un séminaire régional sur l'impact de la Covid-19 sur la démocratie et les droits humains en Afrique de l'Ouest. Une information qui nous a été fournie par le responsable de Amnesty International, Seydi Gassama. Au Niger, enlèvement d'un ressortissant américain.
C'est un missionnaire américain. Il a été enlevé cette nuit à environ 400 km de Niamey, non loin de la frontière avec le Nigeria, dans les villages de Massalata, où il était installé avec 3 membres de sa famille depuis 1 an, selon RFI qui cite des sources sécuritaires. Le ravisseur, au nombre de 6, sont venus à pied pour les enlever. Félicien Kabouga, le financier présumé du génocide rwandais, est transféré ce lundi à La Haye. Il est accusé notamment de génocide. Félicien Kabouga a été arrêté en mai dernier près de Paris après 25 ans de cavale. Il devait être initialement transféré à Arusha en Tanzanie. Il était le président de la radio-télévision libre des 1000 collines qui diffusait des appels au meurtre des Tutsis. Et pour terminer, au Bangladesh, plus de 40 000 personnes étaient dans la rue en appelant au boycott des produits français, chiffre fourni par la police. Ils ont brûlé une effigie du président Emmanuel Macron après qu'il a défendu la liberté de caricaturer le prophète Mohammed. La manifestation a été organisée par un parti islamiste. Merci Georges. RFM Sport. À présent, le journal des sports présenté par Malal Junior Diagne. Rebonjour. Rebonjour Suleiman. L'équipe nationale U20 du Sénégal croise celle du Maroc ce soir. En amical, deuxième rencontre de préparation entre les deux sélections, celle du Sénégal et celle du Maroc qui préparent les éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2021 de la catégorie prévue en Mauritanie. Les Lions du Sénégal U20 vont jouer un tournoi du 20 au 29 novembre prochain à Thiès. Objectif de l'équipe coachée par Youssouf Dabo, c'est de se qualifier pour cette Coupe d'Afrique des Nations de football. Parlons de la Ligue 1 locale avec Génération Foot qui dévoile sa feuille de route pour 2021. L'équipe de Denis Biramdao, très mal en point la saison dernière, a décidé de tout réorganiser pour se remettre sur les rails et reprendre du poil de la bête. Nous avons joint ce matin le responsable de la communication Talefal. Il est avec Sodekam. Pour le moment, on peaufine tout ce qui est préparation. Donc, le staff se réunit régulièrement et puis est en contact permanent aussi avec le directeur des centres de formation, c'est-à-dire Olivier Perrin, pour développer toute la stratégie qui va être mise en place, démarrage du championnat. Mais disons que Génération Foot a toujours eu la vocation de faire la promotion des jeunes. Donc, si même on doit enregistrer certains départs, cela ne va pas non plus déranger l'essentiel du groupe. Ce qui est sûr, c'est que nous, de toute façon, on se prépare à ça. Il y aura toujours des départs à Génération Foot. Maintenant, c'est à nous de pouvoir pallier ces départs-là, de pouvoir anticiper ces départs, de savoir quels sont les garçons qui vont partir et qui doit les remplacer. Donc, je pense que ça fait partie aussi de la philosophie du club. Maintenant, c'est sûr qu'il y aura des départs qui feront beaucoup plus mal que certains, mais ce qui est sûr, c'est qu'on se prépare tous les ans à avoir des départs de certains garçons qui doivent aller retrouver d'autres clubs ou qui doivent même partir en Europe. Donc, par conséquent, nous, on s'y prépare et on sait ce qui nous attend chaque saison et à nous maintenant de pouvoir anticiper, comme je l'ai dit, chaque saison. Le football hors du continent avec la deuxième journée de la phase de poule de la Ligue des Champions aujourd'hui à partir de 17h55. Le Bayern Munich joue contre l'équipe de Lokomotiv Moscou. Le Shakhtar Donetsk recevra l'Inter de Milan à 19h. FC Porto contre Olympiakos. Atalanta Bergame contre l'Ajax d'Amsterdam. Marseille contre l'équipe de Manchester City. Match à suivre en direct sur RFM. On aura également un œil très intéressé sur la rencontre de Liverpool qui reçoit à domicile l'équipe de Midtjylland. Avant de parler de basket, Suleiman, la fiche d'audience du ministre des Sports qui continue ses consultations après Moutndao Tyson hier, c'est Gris Bordeaux qui a été reçu par le ministre des Sports. Rappelons que ces consultations entrent dans le cadre de la nomination ou bien de la composition de la future équipe du Comité national de gestion de la lutte. Vous l'avez dit, basketball, Louga Basket Club veut gagner des titres. Avec de l'argent, des millions, avec de nouveaux joueurs, les dirigeants de Louga Basket Club veulent ramener une des dames coupes mises en jeu cette saison dans la capitale du Ndiambour, Sodekam. Louga Basket Club se dit prêt à aborder la nouvelle saison, estime le président Jacques Ndiaye. On a déjà fait nos recrutements, tant sur les hommes que pour l'équipe féminine aussi.
On a recruté 5 joueurs au niveau des garçons. On a 2 joueurs qui viennent de l'AS Police de Mali, de Bamako. On a aussi 2 joueurs qui sont venus de Caisse et un autre joueur de l'UGV. Et 7 joueurs pour l'équipe féminine. Le club de basket du Njambour se fixe des objectifs clairs pour cette nouvelle saison. Parce que cette année, le basket club va jouer le grand rôle dans ce championnat. Pour l'équipe masculine, on va jouer les premiers rôles et pour l'équipe féminine, on va monter en D1. Pour y arriver, il faut certes de bons effectifs, mais aussi être prêt financièrement. Et sur ce côté, le président du club rassure. Déjà, on a 25 millions que M. le maire de Louga nous a octroyé. Il a donné comme subvention municipale 15 millions et il a mis aussi 10 millions dans sa propre. Donc on a déjà 25 millions. On a aussi des efforts qui vont aider cette année l'équipe Louga Basket Club pour qu'on puisse jouer les premiers rôles. Louga Basket Club compte se faire une place au soleil cette saison chez les garçons et ramener une des dames coupes dans la capitale du Njambour à la fin de la saison. Voilà Suleiman. Merci Malal Diagne Junior. Bon appétit et bon après-midi. Ciao, bye. La presse de ce mardi 27 octobre 2020, lue et commentée par Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Émigration clandestine, un nouveau drame en haute mer. En effet, constatent les confrères, c'est une pirogue qui entre en collision avec le patrouilleur de la marine au large de Dakar et qui se retourne. Bilan, une vingtaine de morts. Le journal Enquête écrit ce matin que les tragédies se succèdent en mer à un rythme préoccupant. On n'a pas fini de gloser sur l'explosion d'une pirogue remplie de migrants qu'un autre drame est rapporté, une autre affaire d'émigration irrégulière. Selon le journal Observateur, les candidats au voyage devaient embarquer à partir de la plage de Soumbédioune. Des sources concordantes du journal renseignent que les premiers candidats au voyage vers l'Espagne se sont présentés sur le sable fin de Soumbédioune aux environs de 1h30. Puis par groupuscule, des jeunes et moins jeunes se sont massés sur les lieux. Une affluence suspecte qui attire alors l'attention de la police qui quadrille les lieux. Le journal note ensuite que dans le Méli-Mélo et dans la débandade, il y a eu pourtant une pirogue qui a réussi à prendre le large avant d'être attrapée aux environs des Almadies par le patrouilleur Sangomar qui opère de concert justement avec une vedette de Guardia civile d'Espagne. Mais peine perdue, raconte toujours le journal, la pirogue refuse de s'arrêter, course-poursuite, manœuvre pour l'abordage et puis l'accident, le patrouilleur de la marine percute de plein fouet la pirogue qui se renverse. Les occupants de la pirogue, racontent le confrère, sont projetés dans les eaux alors que leur embarcation finissait de couler lentement dans les eaux. Le confrère note que les migrants venaient de Ngaï, Saint-Louis ou encore Gueule-Tapée. Selon Vox Populi, en 20 jours, 388 migrants ont été secourus en mer. 28 convoyeurs arrêtés, 5 pirogues interceptées. Décryptage du sociologue, le docteur Abdourahmane Nakan. Ils ont en bandoulière cet espoir qui motive. Ces jeunes sont dans un moment de dénuement qui fait que souvent que la rationalité est à -0. Mais dans le journal LAS, le ministre de la formation professionnelle, Dame Diop, assure que le Sénégal n'a pas un problème d'emploi. En attendant de trouver une solution efficace au problème, l'hécatombe continue en haute mer, souligne le journal Les Échos, le gouvernement impuissant. Question alors, où sont passées les sommes décaissées par l'Union européenne pour fixer les jeunes? Réponse du patron de Horizon sans frontières dans l'Observateur. Selon Boubacar Seye, le gouvernement s'est partagé les fonds de la détresse, les 118 milliards de francs CFA détournés. Caricature du prophète Mohammed, le monde musulman réprimande Emmanuel Macron, soutient le journal LAS. Fusillé de toutes parts, le président français accusé d'encourager Charlie Hebdo à moquer le prophète. Mais Macron tente de baisser la tension selon le journal. Il appelle à l'unité face aux tensions avec le Moyen-Orient. Pour le journal Vox Populi, l'appel au boycott des produits français fait effet. En tout cas, au Sénégal, on est en ordre de bataille. Jamra appelle les imams à consacrer les prêches et autres sermons du vendredi à ce qu'elle appelle l'agression des musulmans. Déjà, Ousmane Sonko tense Macron et cette France hautaine et moralisatrice. Karim Xrum Xax interpellé, lui, pour avoir brûlé le drapeau français et la photo de son président avant d'être relâché. La crise politique chez les Verts après le Parti socialiste, Benoît Tanor au bord de l'implosion. Info révélée par le journal LAS. Les prochaines semaines risquent d'être décisives selon le journal, très mouvementé pour
pour l'actuel secrétaire général par intérim du Parti socialiste. Plusieurs mouvements et partis politiques de la dite coalition ont tenu une réunion samedi dernier pour prendre leur destin en main. Selon le confrère, la Guinée, la crise post-électorale se développe. L'opposition annonce une semaine décisive selon le journal Enquête. Le régime en place anticipe et fait arrêter les vice-présidents du parti de l'opposant Cellou Dalein Diallo après leur rencontre avec les mandataires de l'UA et de la CEDEAO sur place. Assigné presque à résidence, Cellou Dalein Diallo, à court de vivre, son avocat Maître El Hadji Diouf dénonce un scandale. Sport pour boucler. À la une du journal Record, Ligue des Champions, deuxième journée, Marseille pour l'exploit contre City, sursaut attendu du Real Madrid. Dans le journal Les Stades de Cotillon, la Ligue des Champions toujours, l'OM défie City, alléchant Atalanta-Ajax. Le confrère se demandait s'il y aura le réveil du Real. En tout cas, le confrère note que le Bayern est affamé. Dans Sunulamb, la prochaine équipe dirigeante du CNG qui pointe son bout du nez, Matarba consulte Tyson, Doudou Diagne, Diéko, Pape Abdou Fall, Tafa Gueye reçu ce mardi. Bon l'été à tous.